Ces mensonges m'amènent à croire que je n'y arriverai pas. Ma vie ne se résume-t-elle qu'à des moments de haut, de bas? Rappelle-moi encore qui je suis, Père, tu sais que j'en ai besoin. Tu dis que tu m'aimes, je ne ressens rien. Tu dis que je suis forte, même quand je me sens faible. Tu dis que tu me tiens, même si je crois tomber. Quand je me sens oubliée, tu dis que je suis à toi. Oh oui, je crois, oh oui, je crois, ce que tu dis de moi. En tout cas, déjà, merci beaucoup de m'avoir invité encore une fois et de me permettre d'évoquer quelques pistes de ce sujet qui nous intéresse, en tout cas pour beaucoup d'entre nous. Je dis nous parce que moi aussi, hein, je suis parent d'enfants adultes et je crois qu'aujourd'hui, ce sera plutôt la partie questions-réponses qui sera beaucoup plus pratique et pragmatique et que vous sentirez peut-être plus rejoint par rapport au sujet. Mais je vais vous exposer quelques pistes de réflexion, hein, un fil conducteur qui nous permettra peut-être de se remémorer certaines choses et surtout de faire le descriptif d'un environnement. Parce que quand on dit relation entre parents et enfants adultes, on ne peut pas rentrer dans le vif du sujet sans tenir compte déjà de la parentalité et de l'adulte. Et en fait, je vous propose donc déjà de commencer par se questionner, par suivre peut-être quelques pistes qui sont juste des pistes de réflexion, comme je dis toujours, mais que ça permet à chacun aussi voilà, de penser, de réfléchir. Sur déjà la parentalité. Alors, qu'est-ce que la parentalité? Parce que avoir un enfant ne signifie pas forcément devenir parent. Et parent et parentalité, ce sont deux choses différentes, complémentaires mais différentes. Parce que la parenté, c'est plutôt un lien de sang ou de filiation. Et la parentalité, en revanche, est un processus qui est réciproque parce que ça engage et le parent ou la figure parentale et l'enfant. Et c'est un processus qui est plutôt subjectif parce que ça implique des interactions entre le parent et puis l'enfant. Et cela englobe beaucoup de choses, autant les soins quotidiens que l'assouvissement des besoins physiques, psychiques, psycho-affectifs, spirituels, et bien sûr le tissage du lien et l'amour inconditionnel, sans oublier toute la perspective éducative, morale et spirituelle que ça rentre aussi là-dedans. Et en fait, on devient parent aussi grâce à nos enfants, parce que c'est l'enfant qui fait ses parents, comme a dit un psychologue assez connu. Et en fait, ce processus de parentalité commence déjà par le désir d'enfant, se poursuit pendant la grossesse et ensuite se développe après la naissance dans un long processus et dans une période qui dure, je crois, pour toujours. Donc déjà, le désir d'enfant, pourquoi je parle de ça? Parce que je crois que l'importance de l'origine de l'enfant, de l'histoire de l'enfant est très importante parce que ça aura forcément une répercussion pour après. Et à chaque fois que je parle de ça, je me souviens de Samuel. Je pense à lui parce que dans la Bible, quand je parle de cette histoire avec mes élèves, je parle bien sûr de Anne qui est stérile et qui désire tellement un enfant qui va au temple et qui pleure, elle prie, et puis que finalement Dieu exauce sa prière, mais elle s'est engagée à consacrer son enfant à Dieu, et on sait que par la suite, Samuel va devenir un grand prophète.
Et je prends toujours cette histoire pour faire comprendre que c'est important de savoir d'où est-ce qu'on vient et comment ça s'est passé l'histoire de la naissance, comment ça s'est passé l'histoire même avant la conception, hein, dans le désir ou pas de l'enfant. La deuxième phase, c'est pendant la grossesse. Et je crois que pour les mères qui m'écoutent ou qui vont m'écouter, nous savons que pendant la grossesse, nous imaginons l'enfant que nous portons. Le père aussi, mais peut-être un peu différemment, hein. Parfois, on en parle en couple parce que c'est presque inévitable d'entrer dans ce domaine de l'imaginaire de cet enfant qu'on ne voit pas encore. Donc en fait, dans la parentalisation, hein, dans ce processus, il y a un enfant imaginé qui est le fruit des désirs des parents, mais pas seulement. Il y a aussi tout ce que les parents portent dans leurs propres histoires, avec toutes les valeurs et croyances qu'ils ont reçues aussi de leurs parents, de leurs grands-parents, hein. Donc en fait, avant déjà que l'enfant vienne à la vie, qui naisse, hein, il est déjà investi en quelque sorte d'un projet, hein. Et souvent, il s'agit d'un idéal des parents que eux-mêmes n'ont pas pu accomplir. À savoir que cette mission, si on peut le dire comme ça, ou cette projection des parents vis-à-vis de l'enfant, dans la plupart des cas, c'est une projection positive parce qu'on veut le meilleur pour lui, hein. Et j'en profite ici pour dire que pour nous parents, la réflexion de notre héritage, de notre propre histoire en tant que parents, et la prise de conscience que ça influencera inévitablement la manière avec laquelle je vais exercer mon rôle de parent, m'aidera beaucoup dans mon rôle de parent, parce que ça va me permettre d'être responsable aussi dans ce que je vais transmettre, dans la transmission, dans l'éducation de mon enfant, et me permettra de comprendre plus tard des situations où l'enfant adulte va réagir, ou bien comment il va évoluer. Et la troisième phase, c'est après la naissance, dans la parentalité, où bien évidemment, c'est beaucoup plus long et les parents auront des rôles bien distincts, père et mère, mais ce qui est sûr, c'est que le rôle de la mère, dans un premier temps, dans l'échange de l'affect, de l'amour, au travers des soins qu'elle va prodiguer, hein, à son enfant, exercera une influence qui sera primordiale dans la construction psychique de l'enfant. Et donc des soins maternels qui vont être suffisamment bons, hein, qui vont être bons, ils vont permettre à cet enfant de s'épanouir, déployer son potentiel et grandir pour arriver à une maturation et surtout, ils permettront que cet enfant s'accroche à la vie. A contrario, les situations d'insuffisance affective, parce que malheureusement ça existe, ou insuffisance de lien, d'attachement, ou d'un environnement hostile avec une parentalité absente, c'est le cas parfois des séparations prématures ou aussi des cas où les parents, notamment la mère, est dans des phases dépressives où que les soins vont être insuffisants, vont avoir une incidence traumatique chez l'enfant qui pourra se répercuter dans plusieurs domaines de la vie après, hein. Bon, je dépeins ça, mais c'est pas une fatalité, hein. On verra plus tard. Aussi, la manière avec laquelle le père va entrer dans le scénario de cette dyade, hein, mère-enfant, de quelle manière il va pouvoir s'insérer, de quelle manière il va pouvoir prendre sa place pleinement et exercer son rôle de père, ce sera capital aussi dans la parentalité, hein. Donc la relation parent-enfant passe, à mon sens, par une nécessité qui est celle d'élaborer une relation triangulaire entre enfant, père et mère, hein. C'est un besoin que je crois primaire pour l'enfant d'avoir cette différenciation dans la relation avec ce double visage de la parentalité, père et mère. On a déjà évoqué dans une autre rencontre la problématique ou la situation, hein, la réalité aussi de la parentalité pour les parents solos, les parents seuls. Et je me souviens que j'avais dit que dans cette différenciation, souvent, Dieu met sur notre chemin des personnes qui ont des rôles parentaux du sexe contraire et qui permettent aussi à l'enfant de pouvoir vivre cette triangulation. Donc, dans la parentalité,
il faut qu'on soit d'accord, c'est que le but est d'accompagner et de préparer l'enfant à l'autonomie, hein, mais de manière progressive et en respectant le rythme de l'enfant. Et pour cela, il y a quelque chose qui est important, c'est que l'investissement des parents euh, devra parfois lui faire défaut. Alors, je fais attention avec ce que je dis, parce que ce que je veux dire, c'est que ce se passera à un niveau et avec une durée adaptée selon l'âge de l'enfant et sa maturité, hein. Et ça, c'est dans le but que l'enfant puisse développer et mobiliser ses propres ressources, hein, petit à petit, et qui chemine vers l'autonomie et à plus long terme vers la maturité, hein. Donc tout ça, tous ces éléments que j'évoque, ils vont nous permettre de comprendre après des difficultés, parfois de prise d'indépendance, d'acquisition de maturité, etc. Donc en fait, le rôle des parents sera et est, hein, d'aider l'enfant à qu'il n'ait plus besoin d'eux, hein, en introduisant ou en permettant que l'enfant soit parfois frustré et l'aidant à avoir cette capacité à gérer et à tolérer la frustration. Et dans le même sens, dans la parentalité, c'est aussi accompagner l'enfant à être seul, mais seul accompagné. Je crois que cette notion, je l'avais aussi abordée une autre fois, parce que c'est tout au long de l'enfance qu'on apprend à être seul, mais d'abord, c'est accompagné. Il ne s'agit pas ici d'un abandon ou d'une suradaptation de l'enfant face à une insuffisance parentale, hein, pas du tout, mais de fournir à l'enfant un environnement rassurant, adapté à l'âge de l'enfant pour qu'il s'aventure. Par exemple, c'est un exemple que j'ai déjà pris, je crois, la dernière fois, euh, que l'enfant puisse s'aventurer à jouer au Lego ou jouer tout seul pendant que la maman cuisine ou il repasse, hein. Un autre aspect de la parentalité dans l'éducatif, on le trouve aussi dans la Bible, dans un texte, dans le Deutéronome, donc le 5e livre de la Bible, où le Seigneur dit, écoute Israël, euh, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce texte, où il dit que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence, de toute ta force. Et ces paroles, tu vas les inculquer et tu vas les inculquer à tes enfants et tu en parleras. C'est-à-dire que tu vas vraiment les éduquer et tu leur en parleras souvent. Et en fait, ce qui est curieux dans ce mot inculquer, c'est que en fait, il signifie aiguiser et affûter. Donc en fait, dans l'éducation que Dieu nous propose, c'est de conduire l'enfant vers le stade de maturité, d'adulte, pour qu'il soit capable d'être aiguisé, affûté, capable de trancher ce qui est bien et ce qui est mal, capable de décider. Donc en fait, il s'agit ici de voir l'éducation aussi, l'accompagnement parental, comme une capacité d'alimenter l'esprit de l'enfant pour qu'il puisse plus tard être pleinement autonome, qu'il puisse décider. Donc, être parent, ce n'est pas facile, hein. Et nous ne disposons que des modèles parentaux ou des rôles, des personnes qui ont eu des rôles parentaux pour nous dans notre vie et qu'on a rencontrés tout au long de notre existence. Mais il faut déjà d'abord être enfant de ses parents pour devenir parent. Et au cas où il ferait défaut, il faut les créer. Et c'est vrai que pour beaucoup d'entre nous, on a des piliers de résilience, des personnes qui ont eu un rôle parental et qui nous ont aussi influencés de manière positive, j'espère, parce que malheureusement, il y a aussi des influences négatives. Donc, aussi dans ce rôle parental, il faudra prendre nous-mêmes déjà en tant que parents cet élan de la vie mature. Donc, on va s'appuyer sur la transmission de nos propres parents pour prendre notre propre envol, notre propre autonomie, et cela impliquera forcément un détachement, hein, de quitter père et mère, comme il dit dans la Genèse, Dieu dit quitter père et mère pour aller vers notre propre vie d'adulte, hein. Dieu dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme pour qu'ils deviennent une seule chair. Et cela ne veut pas dire couper la relation, hein. Je parle ici d'un processus de maturation où chacun d'entre nous, on arrive vraiment à trouver son spécificité,
et elle peut s'exprimer pleinement et de manière authentique, hein. Donc, on parle de la parentalité, mais aussi d'adulte. Alors, qu'est-ce qu'un adulte? Et qu'est-ce que cela veut dire devenir adulte, hein? Parce que je crois que les uns et les autres, peut-être, on ne conçoit pas de la même manière. Généralement, on pense, quand on pense à nos enfants qui deviennent adultes, on pense à nos enfants qui ont achevé leur adolescence déjà, qui ont fait des études ou qui sont formés à un métier, qui entrent dans la vie active, prennent un logement, quittent le nid familial, ont un compagnon et une compagne, ils veulent s'engager, former une famille, ils s'assument quoi, et ils se prennent en charge, ils sont responsables de leur vie. Mais en fait, devenir adulte, c'est beaucoup plus complexe que ça, hein. Car il s'agit encore pas seulement du faire, mais aussi de l'être, hein. C'est un processus qui est complètement subjectif, hein. Donc, il y a plusieurs paramètres qui vont devoir être remaniés euh, dans la durée. Et cela a un prix. Et c'est pas toujours très facile. Parce que tout à l'heure, j'ai dit que c'est important dans la parentalité d'avoir pu quitter père et mère ou les modèles parentaux, ou en tout cas d'avoir eu la possibilité de faire le tri, hein, de nos croyances, de nos valeurs, pour découvrir qui nous sommes vraiment et pouvoir s'assumer de manière authentique dans la vie. Mais notre enfant ne pourra pas faire l'économie de ce même processus, hein, dans le devenir adulte. En fait, l'adolescence se termine déjà très tard aujourd'hui, parce qu'on parle d'adolescence très tardive, et on pourrait l'envisager la fin de l'adolescence quand la personne peut se détacher de l'autorité parentale externe. Ce que je veux dire par là, c'est vraiment de l'action parentale qui vient de l'extérieur parce qu'il l'a intégré à l'intérieur. Il a intégré les frontières, les limites, qu'il a les ressources nécessaires, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, quand j'ai pris le texte biblique, pour trancher et décider en apprenant à écouter ses propres besoins, aussi en apprenant à gérer ses émotions et sa vie en fonction de ses valeurs et les croyances, tout en s'assumant pleinement, hein, sans avoir besoin de s'opposer ou au contraire de plaire à ses enfants. Je fais une parenthèse ici, parce que souvent on dit que l'adolescence, elle dure trop longtemps et que l'entrée à l'âge adulte, elle est de plus en plus tardive. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les neurosciences s'accordent pour dire que la maturation du cerveau, notamment du cortex préfrontal, hein, que c'est la zone, c'est la région qui permet de parvenir à la maturité et qui permet de décider, de développer ce sens de la responsabilité, de la discipline, etc., prend du temps à vraiment grandir pleinement, hein, et on calcule même jusqu'au milieu de la vingtaine. Donc, c'est pour ça que peut-être c'est important aussi de prendre cette donnée en compte quand on parle de fin d'adolescence et l'entrée à un âge adulte, hein. Alors, devenir adulte, encore une fois, pensons à nos enfants, mais en arrière-plan, c'est évident qu'on va penser à nous-mêmes aussi et que ça nous interroge, hein, de savoir, et nous, où est-ce que nous en sommes. Mais le devenir adulte implique de pouvoir se vivre comme une personne à part entière, en fait, comme un sujet, et à sa juste place et en ayant un sens à sa vie. Donc, en s'ouvrant aussi à l'affectif adulte, hein, et pour ça, il faut créer un espace, se décentrer pour avoir un espace pour faire rentrer l'autre, pour pouvoir aimer l'autre aussi en dehors de ses parents. Donc, c'est la capacité d'aimer l'autre, hein. Et tout ce travail psychique implique aussi de toucher, d'effleurer la finitude, vous voyez, un peu l'impuissance, parce que dans l'enfance, il y a une sorte de toute puissance, en plus soutenue par les parents. Et là, on arrive dans cette phase où on est conscient de nos limites, de la finitude, de la mort, le deuil de la toute-puissance et quelque part aussi le deuil
de l'idéalisation des parents. Hein. Dans la Bible, le devenir adulte, il est lié à la maturité spirituelle. Et comme j'ai dit tout à l'heure, à la capacité de trancher. Et on voit que la finalité de la loi, hein, de la parole, c'est d'affûter l'humain, le rendre mature pour qu'il soit capable de trancher, de décider, de discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Hein. Donc, c'est que l'enfant a reçu, doit faire de lui cet adulte, hein, l'adulte en devenir, capable de trancher. Et on le lit aussi dans la Bible, dans le prophète Ésaïe. À un moment donné, le prophète Isaïe parle du Messie, hein, et il dit, il se nourrira de lait fermenté de miel quand il saura rejeter ce qui est mauvais et choisir le bon. Donc on voit bien qu'il y a ce processus où de l'enfant, on va aller vers cette capacité de trancher, de décider, de s'assumer. On a parlé de la parentalité, on parle du devenir adulte, mais la parentalité, elle doit évoluer. Elle ne peut pas stagner. Et elle évolue, la parentalité, en même temps que l'enfant grandit. Hein, parce que l'enfant change, mais nous aussi, nous changeons. Et déjà, dès l'arrivée à la puberté et à l'adolescence, autant l'enfant et le parent, et surtout quand c'est notre aîné, on vit ensemble une première. Hein, et c'est pas facile parce que les changements sont tellement importants que parfois ça bouleverse le foyer, que personne s'y retrouve. Hein. On parle de l'adolescence comme étant une crise qui bouleverse, comme je disais, parfois les familles. Mais c'est une étape quand même qui est vitale et capitale parce que ça marque le passage de l'enfance vers l'âge adulte. Et de la même manière que je parlais tout à l'heure de la nécessité de s'ajuster en tant que parent, on doit ajuster nos soins, notre protection pour qu'ils puissent mobiliser aussi des ressources, hein, ils puissent les mobiliser. On va devoir aussi s'adapter dans cette phase de puberté, adolescence et début d'âge adulte, en devenir, hein, parce qu'on va devoir remanier de nouveau les places de chacun, les relations, les espaces, et surtout, il va falloir qu'on distingue cette juste distance relationnelle et affective pour que le jeune il puisse avoir un espace vital pour devenir lui-même. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, dans la Bible, dans le premier livre de la Bible, dans Genèse, il y a une histoire, l'histoire d'Abraham, où à un moment donné, Dieu lui dit, va-t'en de ton pays, quitte ta famille, quitte ton clan, quitte ton pays et va vers un pays que je te montrerai. Tu seras béni, tu seras une bénédiction pour les autres. Donc l'adolescent, un peu comme Abraham, a besoin aussi de quitter, hein, en s'appuyant sur les bases reçues de tout ce qu'il a reçu de ses parents et de sa famille, de son entourage, de tous les modèles parentaux, mais pour aller pour pouvoir s'affilier aux autres, de la même manière qu'Abraham, hein, on voit qu'il quitte pour aussi avoir une grande nation. L'enfant, quand il arrive à l'adolescence et ensuite au début de l'âge adulte, il va devoir quitter certaines choses pour aller pour pouvoir s'affilier et pour recevoir la bénédiction aussi de sa propre mission et du sens de sa propre vie. Et je crois que la tâche de nous, parents, c'est de permettre que le jeune adulte puisse vivre ce processus d'aller vers. Hein. Donc, dans la Bible, on trouve plein d'exemples de l'évolution de la parentalité. Et bon, moi, j'ai pris le temps pour lire un petit peu comment est Jésus, comment ça s'est passé pour lui dans ses origines, dans son enfance, l'entrée à l'âge adulte, comment ça s'est passé avec ses parents. Voilà, on n'a pas énormément de textes, mais il nous est relaté la généalogie, déjà, d'où est-ce qu'il vient, la naissance, son enfance. On a quand même pas mal de détails
qui nous montre aussi la disposition de ses parents. Hein. On ne peut pas dire que ses parents ils désiraient un enfant puisqu'ils n'étaient pas encore mariés, mais en fait l'accueil de la volonté de Dieu et l'accueil de cet enfant, autant par Marie que par Joseph, montre aussi qu'ils se sont investis. Hein. Ils accueillent ce miracle de la vie et cette mission comme un privilège et ils s'investissent pleinement dans la parentalité. Et on voit que Luc, dans l'Évangile, nous parle de l'enfant Jésus qui grandit, qui devient fort, qui est rempli de sagesse et que la grâce de Dieu est sur lui. Il progresse en stature mais aussi en sagesse. Et on voit dans l'histoire de Jésus qu'à un moment donné, les parents vivent une situation un peu déstabilisante. Et c'est quand Jésus disparaît. Il a 12 ans, alors je fais une parenthèse parce qu'il faut savoir que cet âge, c'est un âge qui est important dans la tradition juive, car c'est l'âge où l'on devient responsable vis-à-vis de la loi. Et on peut faire le lien avec ce que j'ai dit tout à l'heure de inculquer pour être capable de trancher, parce que c'est compris comme un âge où on est capable de décider. Aujourd'hui, on dirait que 12-13 ans, c'est bien très tôt, hein, surtout avec ce que je viens de dire par rapport aux neurosciences. Mais en tout cas, dans la tradition juive, et à l'époque, c'est ce qu'on évoquait, c'est qu'on croyait. Et en fait, dans cet événement où Jésus disparaît, les parents ne s'aperçoivent pas tout de suite que l'enfant n'est pas avec eux. Donc, ils sont allés à Jérusalem pour la fête de la Pâque, ils sont allés pour célébrer la fête, ils reviennent. Et dans le texte, Luc nous dit qu'en fait, c'est au bout d'une journée de voyage que les parents s'aperçoivent que Jésus n'est pas là et qu'ils commencent à les chercher. Hein. Et ils voient qu'il n'est pas là et donc ça les oblige à faire marche en arrière et revenir sur leurs pas. Et je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais c'est souvent comme ça. On ne s'aperçoit pas des changements de nos enfants, pas tout de suite. On pose un regard sur nos enfants comme s'ils ne grandissaient pas. Et on doit parfois faire demi-tour et revenir en arrière pour comprendre que les choses ont changé. La Bible nous dit aussi, il nous relate un passage extraordinaire concernant Jésus devenu adulte. Et cela se passe pendant les noces de Cana. On parle d'une période où Jésus s'est déjà fait baptiser, il a traversé des épreuves, est allé à la rencontre de l'autre, comme je disais tout à l'heure, hein, qui s'est ouvert vers ses semblables et qu'il a choisi des disciples. Et là, pendant cette fête de mariage, sa mère est avec lui. Sa mère l'accompagne pendant cette fête et elle a une attitude parentale qui mérite que Jésus lui indique une frontière, que lui mette une limite. Et pourtant, il va faire ce que sa mère lui a insinué, hein, mais il marque, avec ce qu'il va dire, une distance nécessaire pour qu'il puisse prendre sa place. Il le fera également à une autre occasion, quand il est déjà de plein dans sa mission et dans son ministère, et ses frères et sa mère arrivent et ils le font appeler et à un moment donné, il lui dit « Ma mère, mes frères, qui est-ce » En fait, là, il marque vraiment cette distanciation de dire mais tous ceux qui sont là, tous ceux qui sont autour de moi et qui font la volonté de Dieu, c'est eux, mon frère, ma sœur et ma mère, sont ma famille. Et pourtant, même s'il marque une frontière et un espace qui lui permet véritablement de rentrer dans sa mission, la relation n'est pas coupée. Et on le constate quand Jésus est sur la croix et même après sa mort. Parce que on lit dans l'évangile de Jean que lorsque Jésus est crucifié, Marie, sa mère, se tient au pied de la croix et que Jésus, la voyant, il y avait aussi son disciple bien-aimé, Jean, qui est à côté, et qui lui dira « Femme, voici ton fils » et au disciple « Voici ta mère ». Donc le lien et l'amour est toujours là. Le lien ne meurt pas. Hein. Et on voit que même après la mort de Jésus, dans les Actes des Apôtres, on voit que les disciples se réunissent pour prier et que Marie
et ses frères, donc Marie, la maman de Jésus, et ses frères sont là. Donc en fait, le lien ne meurt pas. Mais on voit aussi dans la Bible, ça appuie ce que je disais, c'est qu'il y a une distanciation nécessaire pour rentrer pleinement dans la vie. Il y en a justement dans la parentalité. Ce qui m'amène à parler des enjeux, parce que il y a quand même certaines problématiques dans l'exercice de la parentalité avec un enfant devenu adulte, hein, ou supposé avoir atteint la maturité. Alors, quelques points, quelques éléments qui nous permettront peut-être après d'échanger avec les questions. Comme je disais, devenir adulte, c'est un processus. Hein. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on devient adulte. C'est un processus d'élaboration, mais aussi de renoncement. Renoncer à l'enfance avec tout ce que cela implique. Et renoncer aujourd'hui, c'est très difficile pour nos jeunes. Je le vois tous les jours parce que la satisfaction de leurs désirs est facile. Ils sont dans une société où l'on les pousse à obtenir le plaisir immédiat, tout de suite, avoir des décharges de dopamine phénoménales et donc ils sont dans l'incapacité de gérer la frustration de ne pas avoir tout de suite, hein, une réponse plaisante et satisfaisante qui leur donne vraiment la satisfaction qui sont habitués, hein, le plaisir facile et rapide. Donc déjà ça, donc c'est un travail d'élaboration. Il y a le renoncement qui est pas simple et la gestion de la frustration. Mais devenir adulte implique aussi de se séparer d'une certaine façon. Hein. Comme j'ai dit tout à l'heure, je parlais d'Abraham, je parlais de la Genèse où Dieu dit quittera père et mère. Donc en fait, c'est d'une certaine façon quitter le milieu familial et les figures parentales pour aller chercher un bonheur ailleurs, un bonheur supplémentaire mais ailleurs, trouver des nouveaux liens d'amour qui ne sont pas ses parents. Hein. Et parfois, ça peut être violent, autant pour le jeune adulte que pour le parent qui peut se sentir abandonné et ressentir une profonde solitude. Et ça, c'est le parent et l'enfant. Hein. Ce sentiment, cette détresse, elle peut être réciproque. Au fur et à mesure que nos enfants grandissent et qu'ils deviennent adultes, il y a aussi un état de fait, c'est la différence. C'est que nos jeunes adultes vont se différencier, vont aussi être face à une certaine peut-être déception de ce qu'ils perçoivent de nous, parce que quand ils étaient petits, ils nous ont probablement idéalisés, hein, parce qu'on s'est occupé d'eux, on était quand même des personnes, je veux croire, qui avons pris bien soin d'eux, parce que c'est pas partout pareil, hein, là, on peut avoir aussi des phases un peu plus d'insuffisance, mais on arrive à un certain stade où on s'aperçoit de la différence. Et ça, parfois, ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple, ni pour le jeune, ni pour les parents. Le jeune, entrant dans une phase d'adulte, il est censé être autonome. Mais cette phase, ça peut aussi être une traversée difficile parce qu'il est dans une phase de nudité quelque part et de fragilité. Hein. Il peut sentir aussi une profonde détresse face à l'impuissance de rentrer pleinement dans la maturité et il peut être aussi dans le désespoir. Hein. Il se trouve aussi que parfois, des jeunes adultes ont des parents merveilleux, tellement avenants et qui répondent à tous les besoins qu'en fait, on ne peut pas se séparer si facilement que ça. Donc, le parent d'un enfant adulte doit évoluer et il doit trouver sa juste place, de ne pas être ni dans la surprotection, ni dans le désengagement. Hein. On les traite pas comme s'ils étaient des enfants, mais non plus on les abandonne pas. L'amour inconditionnel est toujours là, qu'il soit petit ou qu'il soit plus âgé et adulte. On doit être soutenant, mais en respectant ces distances nécessaires pour que le jeune puisse avoir cet espace qui lui permette de prendre son envol. Hein.
Les limites et les frontières à tout âge, ça, on en parle souvent, mais c'est toujours valable même quand nos enfants ils sont adultes, parce qu'être des bons parents et s'ajuster par rapport à l'âge de notre enfant implique d'établir des bonnes limites et des bonnes frontières saines, en se respectant et en faisant valoir nos propres besoins. Oui, les propres besoins des parents aussi, hein, parce que souvent on pense qu'aux besoins de nos enfants, mais il faut penser aussi à ses besoins, hein. Cela demande bien évidemment de s'écouter, de dialoguer et de s'ajuster, surtout de s'ajuster. Il y a un élément qui est important aussi dans les enjeux et les problématiques, c'est celui des enfants boomerang. Euh, Ce sont des enfants en fait qui partent mais qui reviennent comme un boomerang, hein. Donc parfois parce qu'ils sont en difficulté dans leur processus de maturation et qu'ils ont du mal à prendre leur indépendance, mais cela peut être pendant un moment qui est assez court. C'est notamment le cas après les études supérieures. Avant de rentrer dans la vie active, on voit des jeunes qui reviennent à la maison, mais qu'ils ont un projet de s'établir, mais ils ont besoin d'un temps où nous allons les soutenir, nous allons nous ajuster avec eux pour qu'ils rentrent pleinement dans leur vie d'adulte. Mais aussi, le jeune adulte peut avoir une réelle difficulté à s'assumer. Et il peut être très angoissé face à la vie, hein, parce que devenir adulte peut être très angoissant. Et moi, je crois que ce serait intéressant que nous, adultes, on se pose la question, est-ce que nous, on donne envie à nos jeunes d'être adultes? Et où est-ce que nous en sommes, nous, dans notre parcours, dans notre histoire, dans notre évolution, dans le devenir adulte? Est-ce que peut-être on a encore des choses qui ne sont pas réglées et que dans l'accompagnement de nos enfants, il y a des choses qui émergent et qui ne sont pas très confortables à entendre ou à sentir, hein. Et c'est vrai que quand je disais que ça peut être très angoissant de devenir adulte, on rencontre parfois des jeunes adultes qui ne veulent pas quitter le nid, hein. Et pas seulement pour les mêmes raisons, hein. Il y a aussi des enfants qui ne veulent pas quitter les parents parce qu'ils ne veulent pas les abandonner, parce qu'au fond d'eux, ils ne les sentent pas capables de vivre sans eux. Un autre point, c'est les finances. Alors, je sais que c'est un point très complexe, mais je crois que c'est important de s'accorder sur les modalités avec lesquelles on peut aider nos enfants financièrement, parce que le but, c'est pas d'empiéter leur prise d'indépendance, mais de les encourager, de les aider, de les soutenir pour qu'ils s'assument pleinement. Tout à l'heure, je disais aussi la différenciation. Parfois, quand on constate qu'au niveau moral, le style de vie, la spiritualité, le choix ou pas de religion, le choix du conjoint, le choix de la sexualité, nous devons faire face à des choix de notre enfant adulte qui ne nous correspondent pas. C'est pas ce qu'on a enseigné. Et pourtant, ils font des choix qui sont peut-être à l'opposé ou très différents. Alors, comment gérer ça? Et c'est pour ça qu'avoir une juste distance est nécessaire. Et il sera très compliqué de vivre cela si on a entretenu une relation très fusionnelle avec notre enfant depuis toujours et encore pendant qu'il rentre dans la phase adulte, ou bien parce qu'il faudra se suradapter pour ne pas le perdre, parce que parfois il y a des parents qui ont peur de perdre leur enfant, et on contribuera de cette manière-là à une forme de codépendance, hein. Un autre point qui est un élément qu'on rencontre beaucoup et que moi j'ai vécu aussi, c'est la culpabilité. La culpabilité quand on se dit qu'on n'a pas été des bons parents. Et c'est là l'importance du dialogue, de l'écoute, de l'acceptation des différences et la demande de pardon. Mais pas dans le but de se sentir coupable ad vitam aeternam, hein, parce qu'il ne faut pas se culpabiliser infiniment, parce que cela aussi peut entraîner une forme de dépendance. Je crois que c'est un cadeau qu'on fait à nos jeunes adultes de leur permettre de nous dire leur vécu en tant qu'enfant, même si parfois ça fait mal,
de leur permettre d'être aussi en colère, peut-être de prendre de la distance pendant un moment qui est nécessaire pour faire son chemin et revenir ensuite. Et je sais par expérience, puisque moi et mon mari, nous sommes parents d'enfants adultes, que c'est pas simple et qu'il y a plein de choses qui émergent en nous, ça remue, c'est très inconfortable et on a peur aussi de les perdre, que la relation soit pas comme avant. Mais ça peut nous permettre aussi de construire un nouveau lien, un lien adulte à adulte, sans être des amis, hein, où chacun respecte le rôle et la fonction de chacun, en respectant les espaces de vie, les frontières, les limites. Et ça me fait penser dans cette création de liens nouveaux, de nouvelles relations, à la parole du Christ quand il dit que on ne peut pas mettre du vin nouveau dans des vieilles outres, hein, dans des vieilles outres. Sinon, le vin nouveau fera éclater les vieilles outres. C'est-à-dire que cette relation adulte-adulte, c'est quelque chose qui est nouveau. On doit créer une relation nouvelle, hein, et c'est l'objectif, tout en traversant les tempêtes, les déserts, avec des oasis, des moments riches avec nos enfants, bien sûr, et en comptant avec l'aide incroyable et inestimable de Dieu dans ce métier qui est si difficile. Et en regardant l'horizon du devenir adulte, non seulement de nos enfants, mais aussi de notre devenir à nous, puisqu'il se joue beaucoup de notre personne dans ce processus et nous sommes confrontés forcément à nos propres déserts, les déserts qu'on a traversés peut-être dans notre devenir adulte, dans les manquements, les insuffisances avec lesquelles on a dû faire avec, hein, c'est la parentalité que nous avons reçue. Et Dieu nous donne peut-être là l'occasion de mettre en lumière notre propre chemin et d'ouvrir des sentiers de vie qu'on n'imagine même pas. Et pour terminer, avant de vous laisser la parole avec les questions, j'aimerais paraphraser un petit peu une citation que peut-être vous connaissez, où il est dit que nos enfants ne sont pas nos enfants en fait, hein. Ils sont les fils et les filles de Dieu, avant tout. On les aime, on les nourrit, dans tous les sens du terme, mais on doit leur offrir la possibilité de construire leurs propres pensées, leurs propres valeurs, les convictions. Et je dirais qu'être parent d'un jeune adulte, c'est aussi de pouvoir dire avec bonheur et fierté, va, vis et deviens. Alors voilà, j'ai donné quelques pistes de réflexion et je vous invite maintenant peut-être à avoir un temps de questions-réponses où je pourrais peut-être entrer un peu plus dans des points, dans des domaines, dans des difficultés ou dans des remarques qui vous concernent particulièrement. Alors, merci beaucoup, Anna, ton intervention qui était très, très riche. Alors, on a quelques questions sur le chat. Alors, il y a MF qui demande, il arrive que l'enfant adulte vive sous le toit des parents pour diverses raisons. Quels éléments se révèlent être des indices indiquant que le temps de la séparation, donc chacun chez soi, est préférable? Ok. Alors, je crois que dans mon exposé, j'ai parlé de la nécessité d'accompagner nos enfants et surtout nos enfants adultes à prendre leur envol. Et ça se fait progressivement. Et je crois que c'est important quand même de tenir compte de la situation du jeune adulte, de notre enfant. Déjà de comprendre pourquoi il est encore dans le foyer. Que se passe-t-il? Est-ce que c'est parce qu'il n'a pas de travail? Est-ce que parce qu'il est encore en train de faire des études? Voilà, je ne connaissais pas la situation.
je ne connais pas du tout la situation dont vous me parlez, mais ce qui est important, c'est que ce jeune adulte puisse prendre son envol. Donc après, quand on dit les indices, déjà c'est important de prendre peut-être la question différemment et de comprendre déjà pourquoi il est encore dans le foyer. Merci beaucoup pour ta réponse. Donc, alors, dans certaines familles, il n'est pas possible de se marier avec quelqu'un d'une autre ethnie. Comment faire pour s'extraire de cette culture familiale sans casser la relation avec les parents? Oui, donc je disais que c'est important de quitter père et mère pour aller vers l'âge adulte. Et quand je dis quitter père et mère, ce n'est pas de quitter la relation, hein. Mais ce qu'il est important, c'est que le jeune adulte puisse faire ses choix. Et ce qui est important aussi, c'est que les parents puissent l'accepter. Et ça passe par le dialogue, ça passe par tenter de se comprendre, bien que je sais que dans beaucoup de familles, il y a quand même des valeurs, des convictions qui sont très prononcées et marquées. Mais sans casser la relation, c'est déjà vouloir conserver cette relation, vouloir nourrir cette relation, tout en prenant des décisions et en faisant des choix et en étant responsable. C'est-à-dire, quand j'évoque ce mot responsable, c'est de savoir pourquoi on fait ce choix. Voilà, je ne sais pas si je réponds à cette question, si je réponds à ce que la personne attendait, mais ça me fait penser aussi à quelque chose d'important, c'est qu'il ne faut pas avoir peur non plus, et je le dis avec beaucoup de tact, il ne faut pas avoir peur des phases où parfois on sera un peu plus distancié, qu'on ne coupera pas la relation, mais parfois il y a des phases qu'on est un peu plus distancié parce que ça fait quelque chose hein, de constater qu'on est différent, que notre enfant ne choisit pas la même chose qu'on voudrait pour lui, et pourtant on doit permettre à l'enfant de faire ses choix. Alors quand je dis enfant, je parle des jeunes adultes, hein. Alors, une autre question, peut-on donner une explication sur le domaine de la distance? Entre parenthèses, se séparer du relationnel. Oups, le message est monté. Désolée. Alors, se séparer du relationnel lorsque l'on ressent l'irrespect dans nos familles, tout en les croisant dans la journée. Alors, comment définir? oui, Ouais, la question, elle est plus longue. Oui, c'est un peu long, mais ça, c'est un jeune adulte qui pose la question ou c'est un parent? Je ne sais pas. Ok, vas-y, Aude, continue, excuse-moi, je t'ai coupé. Il n'y a pas de souci. Comment définir le respect entre parents et enfants adultes et comment faire pour que la paix règne ainsi qu'une confiance en ses enfants? Est-ce que tu peux répéter la dernière partie de ta question? Comment définir le respect entre parents et enfants adultes et comment faire pour que la paix règne ainsi qu'une confiance en ses enfants? Oui, alors, je crois qu'il y a quelque chose de très important, c'est l'ajustement et le respect des limites et des frontières. Et les limites et les frontières, ce n'est pas seulement, comment dire ça, c'est pas seulement des règles de vie par rapport à l'espace, la maison, je ne sais pas quoi, c'est aussi les limites et les frontières morales. Et je crois que c'est là que le dialogue est très important. Pour moi, le respect, il vient aussi de respecter qui est l'autre et les décisions que l'autre prend. Et donc forcément, ça va passer par le dialogue et l'acceptation que parfois, ça ne vient pas tout de suite. Parce que je connais des parents, et puis même moi, dans mon expérience, certaines décisions sont difficiles à accepter. Mais qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est la relation ou est-ce que ce sont les choix de nos enfants? Parce que si on veut que nos enfants puissent faire des choix, nous allons continuer à les influencer positivement, j'espère. Mais il faut qu'on laisse cet espace, parce que dans la question, il y avait aussi la distance, hein, je crois, d'expliquer cette distance.
Et en fait, pour moi, la distance, c'est celle qui est nécessaire pour que parents et enfants adultes puissent continuer leur vie sans s'empiéter l'un à l'autre. Alors, un enfant prématuré ayant passé plusieurs mois en couveuse et donc n'ayant pas eu la protection physique affective nécessaire au début de la vie de bébé, quelle relation pourra-t-il avoir avec la maman si celle-ci s'est détachée inconsciemment à cause de la séparation? Mais est-ce que cette séparation a duré très longtemps? Plusieurs mois, donc ouais. Ok, d'accord. Nous avons plusieurs cas hein, de la problématique de l'attachement depuis le jeune âge, hein, depuis la naissance, parfois par cause médicale. Mais l'attachement, c'est quelque chose qui se travaille. Donc la libération de l'hormone, l'ocytocine, hein, c'est l'hormone du lien et de l'attachement, peut de nouveau se mettre en route, mais pour ça, il faut travailler de nouveau l'attachement. Et on voit que lors de l'accouchement, même sans avoir des périodes de séparation, que je le sais inévitablement, ça va avoir quand même une répercussion chez l'enfant. Mais on voit de quelle manière il peut y avoir des incidences dans le lien plus tard, mais c'est pas une fatalité non plus. C'est pas une fatalité parce que ça se travaille par aussi l'accompagnement de la mère, si elle en a besoin, par des professionnels qui vont lui donner des pistes, mais aussi en travaillant de nouveau le toucher, porter, l'allaitement ou le biberon, mais tout ce qui est le toucher, le parler, donc l'attachement peut revenir. C'est pas quelque chose que c'est une fatalité. Alors, une autre question. Quand nos parents veulent décider de notre profession en disant qu'il faut reprendre l'entreprise familiale, comment faire, sachant que si on ne la reprend pas, l'entreprise n'existera plus? Hmm. Hmm. Alors, c'est compliqué de répondre à ces questions, hein. C'est vraiment très compliqué, hein, parce que j'espère que, je ne sais pas si les parents m'entendent. Bon, moi, je serais vraiment de l'avis qu'il faut permettre aux jeunes adultes de faire leurs propres choix et leurs décisions. Et que l'entreprise familiale, c'est pas forcément le projet des enfants. Et nous avons une responsabilité vis-à-vis de Dieu aussi, et en tant que parents. Et c'est que Dieu a créé nos enfants avec un potentiel et un trésor inimaginable, et que nos enfants, ils doivent découvrir ces trésors qu'ils portent et ils doivent découvrir aussi leur mission de vie. Pourquoi leur imposer? Euh, alors, comment, quand notre adulte prend un chemin dangereux pour son équilibre, peut-on l'aider en respectant son individualité d'adulte? Oui, oui. Alors ça aussi, quand nos enfants adultes, ils prennent des choix qui ne sont pas vraiment bons pour eux, pour leur santé physique, morale, psychologique, spirituelle, je crois que c'est important de leur venir en aide, mais encore une fois, avec la juste distance. Parfois, nous ne sommes pas les personnes indiquées pour les aider. Et que cela ne veut pas dire qu'on peut rien dire, hein, mais finalement, ce sont nos jeunes adultes qui vont décider et peut-être leur conseiller aussi d'aller vers quelqu'un d'autre que c'est pas nous, hein, en tant que parents, parce que malheureusement, parfois, quelqu'un d'autre, je ne sais pas si vous avez déjà eu cette situation, quelqu'un d'autre va dire la même chose que nous en tant que parents on a dit, et puis notre enfant, il va plus écouter l'autre personne que nous-mêmes, hein. Donc ça, c'est quelque chose qui est une réalité. Et nous ne sommes pas des spécialistes pour aider parfois nos enfants à un certain âge, notamment qui sont dans des voies dangereuses pour eux. Il faut vraiment mettre en place un accompagnement extérieur spécialisé. Alors, jusqu'où pouvons-nous aller avec un jeune adulte qui ne cherche pas à se former, à travailler pour construire sa vie?
Mhm. Alors, jusqu'où on peut aller? Qu'est-ce que ça veut dire cette question, jusqu'où on peut aller? Parce que si un enfant ne veut pas travailler, ne veut pas se former, j'imagine qu'il est à la maison, j'imagine qu'il ne gagne pas de l'argent, ça veut dire qu'il dépend des enfants, des parents, pardon, financièrement, dans tous les sens du terme. Donc c'est bien plaisant, c'est confortable d'avoir cette vie. Il faut forcément s'ajuster et s'accorder, mais en tout cas moi c'est mon avis. Je crois que les parents doivent exprimer leur désaccord, sauf s'ils y trouvent un bénéfice à que l'enfant il soit que le jeune adulte il soit à la maison. Mais ce n'est pas une façon de l'aider d'entretenir cette situation. Hein. Ce n'est pas de l'aide. Hein. Ce n'est pas de l'aide. Sauf si vraiment il y a une problématique. Hein. Attention, c'est une problématique ou que l'enfant est en dépression ou qu'il a besoin d'aide. Là, c'est autre chose. Mais sinon, il faut confronter un petit peu aussi nos jeunes à la réalité de la vie, parce qu'autrement, on est en train d'élever des handicapés de la vie. C'est un peu fort le mot que je viens de dire, mais c'est la réalité. Alors, du coup, est-il encore possible d'influencer un adulte, sachant que tout se décide avant 6 ans? Oula, moi, je m'ouvre un tout petit peu plus à cette pensée que tout se joue avant 6 ans. Hein, parce qu'autrement, la résilience et puis la sanctification, la capacité d'évoluer de l'humain, on la réduit vraiment. Alors oui, c'est vrai qu'avant 6 ans, il y a des choses au niveau neuronal, au niveau de l'apprentissage, au niveau psychique, qui sont importantes. C'est vrai, je ne peux pas dire le contraire. Maintenant, comme on dit couramment, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Donc, je crois à la possibilité que la confrontation de la réalité, confrontation avec amour et délicatesse, mais une confrontation ferme de la réalité peut parfois, parce que il y a à maintes et maintes reprises, les adultes, nous ne voulons pas voir ce qu'il y a en face de nous, hein, et que même si on prie pour que Dieu fasse tomber les écailles de nos yeux, parfois on ne le voit pas. Mais moi, je crois que toute personne qui est ouverte à la remise en question et qui est à l'écoute aussi intérieure, il y a l'espoir qu'il puisse y avoir un changement et une évolution, même s'il a eu une insuffisance parentale au départ, il y aura des séquelles, hein, ça c'est certain. Mais pour moi, ce n'est pas une fatalité. Il y a des manières où on peut entrer pleinement dans ce chemin de résilience, j'en suis persuadée. Moi-même, je suis l'exemple vivant de ça. Alors, pourquoi cette distance se définit par une coupure relationnelle qui vient de l'enfant envers ses parents, qui pour lui ne le comprennent pas? Comment faire pour restaurer cette relation? Alors, si j'ai bien compris la question, donc la distance, elle provient de l'adulte, du jeune adulte, c'est ça? Oui, c'est ça. La distance provient du jeune adulte et les parents aimeraient rétablir cette relation. Oui, c'est ça, je pense que c'est si j'ai bien compris. Alors, oui. Premièrement, je m'adresse aux parents, vous ne pourrez pas avoir la même relation. Ça, c'est clair. Et parfois, le jeune adulte a besoin de cette distance pour se trouver et pour recréer une relation. Notre rôle en tant que parents, c'est de jamais lâcher. C'est d'aimer nos enfants, d'être là. Vous savez, moi, je vais vous partager quelque chose d'intime. Je dis à mes enfants, tu cours un marathon et moi, je suis ton principal supporter. Je ne cours pas avec toi, je suis à côté, je te regarde et je suis fière de toi. Mais ce marathon, tu le cours seul. Mais je suis là, je te regarde. Et quelque part, vous voyez, c'est une manière d'illustrer cette juste distance, de dire je suis là, je te vois, je te regarde, je te soutiens, mais c'est toi qui cours. C'est toi qui fais chemin. Et
donner la possibilité à nos enfants d'avoir cette distance, en étant toujours là, vous voyez, on ne lâche pas, on ne jette pas l'éponge, on est toujours là, mais dans une relation qui n'est pas la même relation que quand nos enfants ils étaient petits. Parce que maintenant, il faut qu'ils puissent se suffire à eux-mêmes, qu'ils puissent prendre des décisions, hein, qu'ils puissent trancher, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc voilà, donc comment rétablir la relation? C'est recréer une relation qui est différente, d'adulte à adulte. Dans le cas d'un enfant adopté à un âge avancé qui a peur d'un nouvel abandon en manifestant une dépendance affective forte, par quelle approche du dialogue et ou du comportement être aidant? Oui, ça c'est un cas qui est très spécifique, hein. Donc effectivement, l'adoption d'un enfant adulte qui a probablement souffert d'une insuffisance parentale, affective, enveloppante, nécessitera beaucoup de patience, beaucoup d'accompagnement, hein. Ça, c'est des cas vraiment spécifiques. Donc, c'est un travail de longue haleine pour de nouveau donner cette structure affective qui pourra intégrer à l'intérieur de soi. C'est-à-dire que la structure affective, c'est pour ça que quand on dit tout se joue avant 6 ans, hein, c'est parce que c'est les premières années où on construit quelque part la charpente affective à l'intérieur de soi. Donc après, ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible, mais ce sera fragile, ça sera de longue haleine, ça demandera beaucoup de patience et beaucoup de dévouement et de dédication, hein. Ça, c'est clair. Que devrait être le rôle des parents face à des dysfonctionnements relationnels ou émotionnels entre leurs enfants, entre eux, vers la question est bizarre. Je pense que c'est que devrait être le rôle des parents face à des dysfonctionnements relationnels ou émotionnels entre leurs enfants et eux vers la réconciliation. Alors, tu peux répéter, s'il te plaît? Je ne sais pas si la personne peut corriger la phrase. Que devrait être le rôle des parents face à des dysfonctionnements relationnels ou émotionnels entre leurs Oui. enfants Ok. et eux vers la Ouais, réconciliation? j'ai saisi, c'est bon. Alors, avant tout, je m'aventure à dire, parce que je le crois profondément, que déjà les adultes, c'est nous, hein. On est censé déjà avoir fait un bout de chemin et avoir aussi traversé nos propres déserts, nos séparations, nos différenciations, etc. Donc, en fait, quand nous sommes en train d'accompagner nos enfants, jeunes adultes, vers là, nous les accompagnons. Et notre manière de faire et d'être va avoir une influence capitale, hein. Donc, en fait, quand il y a des dysfonctionnements, je ne sais pas comment tu as appelé ça, Aude, pardon, mais que la relation... Relationnel ou émotionnel. Voilà. Donc, c'est aussi le rôle du parent est très important. Parfois, c'est nous qui allons donner le premier pas. Parfois, c'est nous qui allons poser des questions. Parfois, c'est nous que, en s'ajustant pour avoir toujours la distance nécessaire, allons envoyer un message, allons peut-être commencer une discussion. Tu dis que tu m'aimes, que je ne ressens rien. Tu dis que je suis forte, même quand je me sens faible. Tu dis que tu me tiens, même si je crois ton